OK. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Je m'appelle Eddie Oldfield. Je suis un coordonnateur de projet avec Quest. Je suis basé ici à Nouveau-Brunswick et je suis rejoint par ma collègue Helda Renihan et notre conférencier principal Daniel Savard avec Deco Design. Ceci, c'est la troisième session de notre série de webinaires sur promouvoir l'efficacité énergétique à travers l'aménagement du sol. Et celui-ci sera sur l'intégration des infrastructures grises et vertes dans vos communautés durables. Alors pour aujourd'hui, maintenant qu'on a fini nos introductions, je vais passer la parole à Daniel Savard. Merci, Daniel. OK, merci, Eddie. Moi, je vais commencer un peu de la même façon dont j'ai commencé avec les sessions précédentes. Pour vous rappeler que mon but avec cet exposé et aussi avec la formation est vraiment de faire en sorte que vous, dirigeants et décideurs, vous deveniez les héros des événements auxquels vous avez à faire face. Je vise à vous aider à adopter des mesures de mise en œuvre en efficacité énergétique, incluant des principes et concepts en durabilité qui vont vous permettre d'aménager des projets qui respectent l'environnement, de répondre à pratiquement toutes les problématiques sociales dont vos collectivités ont à faire face et aussi d'obtenir les revenus adéquats qui vous permettront d'offrir des aménagements durables ayant de grandes capacités en efficience énergétique et aussi des services adéquats à ceux qui vivent dans ces aménagements-là. Vous avez probablement entendu parler avec les sessions précédentes où on a mis beaucoup d'emphase sur l'approche en durabilité qui s'appelle design de collectivité durable ou approche des codes. Nous croyons qu'avec cette approche-là, vous pourrez répondre à pratiquement toutes les inquiétudes de la population de votre coin avec l'aménagement, incluant l'efficience en énergie et intégrer aussi des projets qui vous permettront de répondre au changement climatique, d'offrir du logement abordable et d'aller chercher des revenus adéquats et aussi d'augmenter vos revenus avec le développement. On est rendu à la troisième session. La première session, si vous vous souvenez, ça c'était au mois de septembre, on parlait vraiment du cadre qui était bâtir des aménagements durables en y intégrant des pratiques efficientes en énergie au projet, ce qu'on a appelé design de collectivité durable. À la deuxième session qui était le mois dernier, au mois d'octobre, où on a parlé de collectivité abordable et de logement abordable. Maintenant, on est rendu à intégrer l'infrastructure grise et verte. La prochaine, on va prendre une pause après ça pour les périodes des fêtes, là, et on va revenir au mois de janvier 2023 où on va parler de la protection de l'environnement et de l'inclusion des meilleurs rendements des capitaux investis. Et finalement, au mois de février, on va prendre toute cette information-là qui vous a été présentée. On va faire un atelier là-dessus d'environ 3 heures qui va vous permettre à vous de pouvoir mettre ça en application, de pouvoir vraiment intégrer tout ça ensemble. OK. Qui suis-je? Il y en a plusieurs qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Daniel Savard, je suis président de ma compagnie qui s'appelle Deco Design. Je suis un urbaniste professionnel certifié avec l'Institut canadien des urbanistes. J'ai une maîtrise en urbanisme de l'Université McGill et aussi une maîtrise en administration des affaires de l'UNB. J'ai plus de 35 ans d'expérience en aménagement de territoire avec spécialisation en durabilité. J'ai travaillé dans le secteur privé, public et sans but lucratif. Et j'ai reçu aussi du Gulf of Maine Council une reconnaissance Visionary Award pour la mise en œuvre de l'approche design de collectivité durable avec un projet à Dieppe qui s'appelle le Village en haut du ruisseau. On va en reparler un petit peu plus durant la session d'aujourd'hui. Et je suis toujours un associé senior avec Quest. OK, on est rendu avec intégrer l'infrastructure grise et verte. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du cadre qui était l'approche des codes. On a parlé de morceaux du puzzle pour avoir justement le casse-tête au complet. Là. Et la première partie du puzzle, c'était vraiment de créer des collectivités abordables et du logement abordable. Aujourd'hui, on est en train d'insérer ça avec intégrer l'infrastructure grise et verte.
Lorsqu'on parle de projets communautaires, bien entendu, on parle aussi d'inclure l'infrastructure grise, mais on peut se demander souvent la question, est-ce que c'est possible de pouvoir relier l'infrastructure grise avec l'infrastructure verte afin de créer des projets communautaires efficients en énergie? C'est là où est-ce qu'aujourd'hui, on va se pencher un petit peu plus sur certains éléments. On n'a pas le temps de rentrer vraiment dans le détail, on va vraiment faire un survol. On va parler du transport, on va parler des systèmes d'égouts, on va parler de la gestion des eaux de ruissellement, des espaces réservés aux parcs et espaces verts et finalement de l'intégration des éléments en design. Si on commence avec l'infrastructure grise, avec la section transport, on se souvient, à la deuxième session, on avait parlé des émissions des gaz à effet de serre où on avait dit que le gouvernement fédéral mentionnait que 25 des émissions des gaz à effet de serre sont produits par le transport et un autre 25 grosso modo, avec les activités ou les aménagements du territoire. On ne parle jamais de design, on ne parle jamais d'intégration l'un avec l'autre, on vous donne seulement que des chiffres. Okay? C'est là où est-ce que nous, on essaie vraiment d'amener le design parce qu'un influe sur l'autre. Ce qu'on a aussi noté, c'est que chaque litre d'essence que nous consommons ajoute 2,4 kg de gaz à effet de serre à notre atmosphère. Au Nouveau-Brunswick, en 2013, on avait 350 000 maisons et édifices qui produisaient 1,2 tonnes métriques par an, ce qui représente environ 3, tonnes par édifice par an. Et au Canada, en 2020, on a vu le CO2 diminuer jusqu'à 672 tonnes métriques. Le Nouveau-Brunswick représente environ 2 de ça, qui est 12,4 tonnes métriques, ce qui représente par habitant environ 16 tonnes au Nouveau-Brunswick et 18 tonnes au Canada. Ça, c'était en 2020. Lorsqu'on parle des émissions des gaz à effet de serre, qu'on demande au gouvernement de s'impliquer, souvent on voit les gouvernements qui mettent beaucoup d'emphase sur les carburants plus efficaces et les véhicules plus efficaces. On a parlé, surtout durant la deuxième session, de prendre l'analogie d'un banc à 3 pattes, où est-ce que les 2 premières pattes, bon, bien entendu, carburant plus efficace, véhicule plus efficace. On doit se poser, par exemple, une question. Si les normes des voitures et des carburants augmentaient de 40 et que les KVP, ce qu'on appelle les kilomètres véhicules parcourus, augmentent de 2 par année sur une période de 20 ans, quels vont en être les résultats? Eh bien, on est capable de voir, les études ont démontré qu'on allait voir une augmentation de 12 des gaz à effet de serre. Donc, si on veut vraiment réduire les gaz à effet de serre, et avoir un impact sur les changements climatiques, il va falloir réduire les KVP, les kilomètres de véhicules parcourus. Et ça veut dire qu'on va mettre beaucoup d'emphase sur le développement compact et la mixité des usages à travers les lotissements. C'est là où est-ce qu'on va vraiment faire une différence. OK. Une autre information qui est importante, lorsqu'on parle de se promener d'un point A à un point B, on a différents modes de transport. En moyenne au Canada, un aller-retour sur les voies de communication. En 1992, Statistique Canada nous mentionnait que ça prenait environ 54 minutes. En 2005, c'était augmenté à 63 minutes. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos routes sont de plus en plus encombrées. Après 2005, on n'a pas d'informations. Je n'ai pas été capable de trouver des informations qui ont été mises à jour par Statistique Canada. D'un autre côté, on peut s'imaginer que c'est encore plus encombré que ce l'était parce que le parc automobile est encore plus élevé qu'il l'était en 2005. OK. Tout ça étant dit, on a aussi une autre information qui est extrêmement importante pour nous. En 2022, c'était indiqué qu'environ 20 des gens travaillaient à la maison et que 6 des travailleurs avaient une formule hybride, c'est-à-dire travail à la maison, travail au bureau. On s'apportait à croire que, OK, c'est assez encourageant, si on peut dire.
Mais si on compare ça, par exemple, à un pays comme l'Australie, où plus de 45% des gens travaillent à la maison, on peut voir qu'il y a du chemin à faire. OK. Ceci étant dit, on parle aussi de navetage et de déplacement au Nouveau-Brunswick. Il y a une étude qui a été faite par l'Université de Moncton en 2014 que j'ai trouvé vraiment intéressante. Dans cette étude-là, on parlait entre autres du navetage entre les communautés. Au Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup plus élevé qu'au Canada. 35% des gens se promènent d'une communauté à l'autre, ce qui n'est pas surprenant en un sens, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a de grands espaces et pas beaucoup de population. Et puis, les gens sont obligés de se promener vraiment d'un point A à un point B, plus qu'au Canada, si on pourrait dire. Ce qui arrive vraiment au Nouveau-Brunswick, lorsqu'on regarde un peu le portrait, on est en train de voir que le navetage sur les routes est d'environ 19 minutes au Nouveau-Brunswick et est un peu plus élevé au Canada d'environ 25 minutes. Ça veut tout simplement dire que leurs routes sont plus encombrées qu'au Nouveau-Brunswick. Pas surprenant non plus là-dessus. Covoiturage est plus élevé au Nouveau-Brunswick qu'au Canada. Faut prendre un peu cette information-là avec celle du transport en commun. C'est là où est-ce qu'on voit que le transport en commun, il y a plusieurs gens qui nous ont indiqué que c'était vraiment un phénomène urbain et non pas vraiment un phénomène rural. Au Nouveau-Brunswick, seulement 2% des gens utilisent le transport en commun parce qu'il n'y a pas beaucoup de transport en commun dans nos communautés. Au Canada, 13% des gens utilisent le transport en commun. Étant donné qu'on fait plus de voiturage, on va avoir plus de gens qui vont posséder des voitures et aussi, on va avoir un budget pour le transport qui va être plus élevé au Nouveau-Brunswick, tout simplement parce qu'on a plus de voitures qu'on est obligé d'avoir pour se promener d'un point A à un point B. Transport actif, étant donné qu'on se promène plus en voiture qu'au Canada, si on pourrait dire en moyenne, on parle ici de 6% des gens qui utilisent le transport actif par rapport au Canada. OK. Tout ça étant dit, on doit se poser la question où on doit vraiment mettre l'emphase sur un aspect important au niveau du navetage et des déplacements. En fin de compte, on devrait vendre de la mobilité et non du métal. Et là, on est en train vraiment de penser à quelque chose qu'on est en train de voir dans nos communautés. Des tendances technologiques, par exemple, convergent dans le marché de la voiture privée et on nous promet, par exemple, la connectivité dans les véhicules. On nous dit aussi que ça va réduire les accidents et qu'on devrait aussi pouvoir mieux anticiper les congestions. On nous parle d'électrification. En Europe, par exemple, chaque nouvelle maison de rénovation vise à se doter d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Au Canada, on n'est pas encore rendu à ce point-là. L'autopartage, ou ce qu'ils appellent en anglais car sharing, les études ont démontré que ça devrait réduire le nombre de voitures sur la route, de réduire le nombre de stationnements sur et hors rue et réduire aussi les coûts de 30 à 60% par rapport à appartenir à une voiture. La conduite autonome, la recherche nous indique que ça devrait réduire la largeur des routes. Ça devrait aussi restreindre le nombre de passagers lorsque les conducteurs viennent de recevoir leur permis de conduire. Et un aspect vraiment important qui est en train de prendre de plus en plus d'importance dans les communautés, c'est ce qu'on appelle l'appel électronique ou e-hailing, parce qu'on pensez à Uber, pensez à Lyft, pensez à des organismes comme ça qui offrent justement l'appel électronique. Plusieurs gens nous ont indiqué comme quoi que c'était plus un phénomène urbain par rapport à un phénomène rural, mais la réalité a démontré que ce phénomène-là est en train justement de s'implanter dans les communautés rurales. On se pose aussi la question, est-ce que c'est vraiment la solution d'avoir l'électrification pour toutes les voitures qu'on devrait avoir? Il y a une étude qui nous vient de l'Allemagne que j'ai trouvée vraiment intéressante, où ces gens-là parlaient de transport urbain durable et ils utilisent l'acronyme ASI, qui veut dire Avoid, Shift, Improve, ou en français, éviter, changer, améliorer. On parle de quoi ici? Commencer par une première décision.
où vous devez aller par rapport à où est-ce que vous vivez, l'aménagement de l'infrastructure intelligente, réduire la nécessité du déplacement si vous êtes déjà près du service et que vous n'avez pas besoin de prendre un moyen de transport autre que de marcher jusqu'au service, ben, vous évitez ou vous réduisez justement d'utiliser un moyen de transport. Mais là, ça implique une chose, ça veut dire qu'on doit vraiment avoir un design de nos lotissements qui puisse permettre quelque chose comme ça. Lorsqu'on n'a aucun autre choix que de prendre un moyen de transport, c'est là où est-ce qu'on devrait se poser une autre question. Est-ce qu'on peut encourager l'utilisation de transports non motorisés et le transport en commun? Et lorsqu'on n'a vraiment aucun autre choix que d'être obligé d'utiliser la voiture personnelle, c'est là où est-ce qu'on peut se poser la question quel type de véhicule et l'utilisation qu'on va en faire. Est-ce qu'on est capable de réduire la grosseur de la voiture et de considérer des carburants alternatifs? On parle ici vraiment d'une séquence, commencer avec la première question, avec le design, la deuxième question, le type de transport, et la troisième question qui est vraiment améliorer les véhicules et les carburants. OK. Un autre aspect qui est important à considérer, c'est penser à d'autres modes de vie. Dans le passé, dans les années 70 et 80, on a eu plusieurs mailles qui se sont construits à travers l'Amérique du Nord. Et bon, ce qui est arrivé, ces mailles-là ont été désaffectées, ont été abandonnées, ont été banquerotées, puis il y en a plusieurs à travers l'Amérique du Nord. C'est là où est-ce que des communautés ont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces terrains-là qui sont immenses, avec des grands terrains de stationnement et des édifices abandonnés. Et au Colorado, on a créé ce qu'on appelle un lifestyle center ou un centre de mode de vie à Belmar, Lakeview, au Colorado, où on a pris justement des unités résidentielles qui sont intégrées à tout ce qui s'appelle le secteur commercial et le secteur institutionnel. Et on a fait en sorte aussi que les emplois se très près, que les gens n'aient pas besoin de prendre leur voiture particulière pour se promener d'un point A à un point B. Est-ce qu'on a des exemples ici au Canada? Il y en a un qui nous vient en tête tout de suite, c'est le Faubourg Boisbriand, qui est au nord de Montréal. Ce sont les anciennes terrains des usines désaffectées de Hyundai qui ont été réaménagés pour avoir 25 hectares de terrain où on va avoir un projet résidentiel. C'est un projet résidentiel Lead ND. Ça veut tout simplement dire que d'autres vont mettre aussi beaucoup d'emphase sur la marche, la bicyclette. Ils parlent même d'avoir le train léger qui va connecter le centre-ville de Montréal avec ce lotissement résidentiel-là. On parle de stationnement souterrain, d'infrastructures souterraines, de végétation avec espèces indigènes. Et on s'est porté à croire, oh, OK, c'est vraiment un succès. C'est là où est-ce qu'on doit regarder aussi avec les activités aux alentours ou adjacentes. Et c'est les activités justement adjacentes, commerciales, on peut voir qu'on a encore de grands espaces, ce qu'on appelle des big box retail stores, qui sont localisés près du site. Mais si on pourrait dire, si on veut atteindre l'édifice, on doit utiliser sa voiture particulière ou est-ce que c'est plus pratique de prendre sa voiture particulière que d'y aller soit à bicyclette ou à pied? OK. Lorsqu'on regarde aussi au transport et qu'on parle de patrons de déplacement, on regarde aussi au type de mode de transport qu'on pourrait utiliser. En moyenne au Canada, Statistique Canada nous mentionnait ça, c'est qu'en 2011, eux autres démontraient que ça prenait environ une trentaine de minutes avec le transport en commun pour se promener d'un point A à un point B en moyenne. Si on prenait notre voiture, environ 19 minutes, tout simplement parce que ça va un petit peu plus vite, mais étant donné que les routes ou les rues sont encombrées, ça devient de plus en plus difficile. La méthode qui était la plus rapide était vraiment le transport actif, que ce soit à bicyclette ou à pied. Et dernièrement, on parle vraiment de vélos électriques. Et les vélos électriques, pour vous en dire,
l'an passé, les vélos électriques ont dépassé le nombre de ventes de vélos à travers le monde. Pour dire que ça s'en vient dans nos communautés de plus en plus. Ça veut dire que ça va être encore plus vite que 14 minutes, si on pourrait dire. Mais ça implique aussi une autre chose. Ça veut tout simplement dire que les communautés doivent avoir des politiques en place pour permettre une meilleure sécurité, par exemple, sur les trottoirs, pour ne pas renverser justement les piétons et d'avoir un peu plus d'organisation, si on pourrait dire. Caractéristiques qui ont été démontrées par Statistique Canada, on a mentionné que plus on a de population en région, plus longtemps ça prendra pour se rendre au travail, ce qui n'est pas surprenant, ça veut tout simplement dire c'est qu'on a plus de monde sur les routes. Basse densité d'occupation du sol veut tout simplement dire moins propice pour le transport en commun. Une plus haute densité veut dire plus de modes de transport actifs ou en commun. On va parler, nous autres, très souvent, et c'est là où est-ce qu'on met beaucoup d'emphase, sur au moins avoir 7 unités à l'heure qui soient bâties avec les lotissements, tout simplement parce qu'on veut permettre d'avoir au moins le transport en commun éventuellement dans une communauté, même une communauté rurale, qui permettrait, par exemple, d'avoir un autobus à tous les 45 minutes. OK? Au niveau des longs navetages, il a été noté dans la recherche que plus on a de longs navetages, plus on a aussi un haut niveau de stress et moins de satisfaction, travail, vie privée. OK. Avec l'aménagement axé sur le transport en commun, ce qu'on appelle communément en anglais Transit Oriented Development, okay, on parle aussi des déplacements. Aux États-Unis, 50% des déplacements ont moins de 3 km. J'ai essayé de trouver l'information au Canada. Ce n'était pas possible de la trouver, mais je crois que réellement, ça va être probablement semblable. Ce qui veut dire, si on prend du transport actif, OK, on peut réduire les gaz à effet de serre, mais si on prend vraiment le transport voiture individuelle, on crée les gaz à effet de serre et on met encore plus d'impact sur les changements climatiques. La localisation efficiente est un des éléments qui est important à considérer avec nos lotissements. La recherche a démontré que les gens qui vivent dans une région qui est plus compacte là, au niveau des aménagements et accessible au transport en commun, on a plus de choix quant à l'habitation et au transport. Lorsqu'on regarde à nos lotissements, qu'on voudrait avoir des lotissements qui soient plus durables, on doit penser au niveau des rues, des chemins et d'avoir des innovations un peu plus marquées avec nos lotissements. On pourrait penser, par exemple, imaginons pour un instant qu'on a 3 lotissements qui ont été bâtis sur des terrains donnés dans une communauté. On va dire du côté gauche, vous avez déjà un lotissement de conservation. Du côté droit, vous avez un autre lotissement de conservation. Et lorsqu'il va y avoir un aménagement d'une propriété entre les deux, il faudrait s'organiser à ce que les chemins ou les rues soient connectés et aussi qu'on ait la possibilité de faire des sentiers verts. Okay. On devrait aussi regarder avoir une circulation à plus basse vitesse en utilisant, par exemple, des croisements en T au lieu d'avoir des croisements en croix. On devrait aussi penser à avoir une maison d'un seul côté sur certains segments de rue pour offrir la possibilité, par exemple, d'avoir les champs d'épuration qui puissent être localisés de l'autre côté de la rue dans l'espace en commun ou d'offrir, par exemple, une vue sur l'espace vert qui, justement, amène une valeur ajoutée avec le lotissement lui-même. Éviter les longs segments droits, utiliser des courbes 90 et 135 degrés qui donnent l'impression qu'on vit, par exemple, dans la nature ou qu'on vit dans un endroit qui est plus vert. Aménager des caractéristiques visuelles attrayantes à travers nos lotissements pour que les gens soient attirés et aiment
vivre dans ces lotissements-là et aussi utiliser des courbes façonnées en S renversé qui permettent aussi de produire cet effet de visualisation de l'espace vert dans nos communautés. OK. On parle aussi, avec les rues, les chemins et les sentiers, on parle souvent d'emprise et de servitude. Et si on demande au ministère du Transport et de l'Infrastructure ici au Nouveau-Brunswick, quel devrait être le minimum pour l'emprise, on parle de 20 mètres. Bon. 20 mètres, c'est rendu que les gens se posent la question, ils disent, ben OK, c'est-tu vraiment nécessaire? La recherche a démontré ici en Amérique du Nord que pour accommoder 2 véhicules, puis on parle vraiment là, de lotissements qui ont aussi la possibilité d'avoir de la neige. Et ces lotissements-là, on parle vraiment de 10 à 11 mètres de servitude ou d'emprise et d'avoir un espace asphalté qui est beaucoup moins large que ce qu'on est habitué de voir, qui serait entre 5 et 6 mètres de large. Ce qui veut dire une chose, c'est que si vous avez moins d'asphalte, ça veut dire moins d'entretien et aussi moins de neige en hiver. Et on a toujours la possibilité de pouvoir placer la neige sur le côté des rues sans trop de problèmes. OK. Lorsqu'on regarde aussi à amener plus de zones propices à la marche et au cyclisme à travers nos lotissements, on devrait penser vraiment au niveau des rétrécissements de rues, ce qu'on appelle en anglais road diet, et rues complètes ou complete streets. On parle de quoi exactement? On parle ici de réduire le nombre de voies afin d'avoir des sentiers, des trottoirs plus larges, des allées aménagées plus larges, des voies cyclables d'un ou des 2 côtés de la rue ou de la route, des voies plus larges pour le restant du trafic, 1 ou 2 voies pour tourner dans la voie centrale, une voie centrale réversible. Et imaginez-vous, par exemple, qu'on a une rue résidentielle avec 2 voies de trafic de chaque côté où le trafic va assez vite. En y ajoutant un îlot qui permet aux piétons de traverser d'un bord à l'autre de la rue, et aussi en ajoutant une piste cyclable sur la route, on crée une situation où automatiquement, les véhicules automobiles vont réduire la vitesse parce qu'on commence à avoir plus de gens qui se promènent autour. Et lorsqu'on bâtit justement des lotissements, on devrait toujours penser non seulement bâtir des rues pour le trafic automobile, mais aussi pour les piétons et pour les cyclistes et pour le transport en commun. OK. Une question qu'on doit se poser dans nos communautés, c'est de connaître notre walk score, ce qu'on appelle en anglais le walk score de la communauté. Vous pouvez trouver d'informations sur walkscore.com. Cette information-là est extrêmement utile pour les communautés. J'ai pris certaines communautés que j'ai pu voir sur leur site Internet, qui parlait, entre autres, d'un walk score qui se situait entre 0 et le plus haut que j'ai vu, c'était à Fredericton pour les cyclistes qui étaient d'environ 49. Okay. Ce n'est pas vraiment élevé. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de place pour l'innovation ici au Nouveau-Brunswick, parce que le niveau élevé serait autour de 100. On n'a aucune communauté qui est dans ces niveaux-là. On se retrouve autour de 25 à 50 dans le grand maximum. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de lotissement, on devrait mettre beaucoup d'emphase là-dessus pour justement améliorer et voir d'une période à l'autre, est-ce qu'on s'est amélioré avec le walk score, si on pourrait dire, dans notre communauté. La génération Y, il y a une étude qui m'est sortie là-dessus qui disait qu'on ne regarde pas pour acquérir une maison de rêve, mais on regarde vraiment un mode de vie de rêve qui inclut un environnement où l'on peut marcher, aller à bicyclette
et où les quartiers sont desservis par le transport en commun. Les caractéristiques de cette situation-là font en sorte qu'on devrait mettre l'emphase sur la mixité des usages, augmenter la densité d'occupation du sol, avoir des lotissements qui sont plus compacts. Le trottoir devrait faire face à l'édifice, on devrait être à l'échelle du piéton, les routes devraient être pour la mobilité, les accès et comme endroit repère, ce qu'on appelle en anglais le placemaking. Rencontrer aussi les besoins des piétons, des cyclistes, des usagers du transport en commun et ceux qui utilisent la voiture particulière. Il y a un lien direct entre le transport et l'immigration dans nos communautés. Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour les petites provinces comme le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, ou les provinces un peu plus petites que les grosses provinces? On veut avoir, bien entendu, des immigrés qui viennent s'implanter dans nos communautés. Mais après 2 ou 3 ans, on remarque une chose, c'est que ces gens-là se retrouvent à Vancouver, à Toronto, à Montréal, à Ottawa. On se pose rarement la question, mais pourquoi ils sont là? Une des choses qu'on devrait toujours comprendre lorsqu'un immigré arrive dans nos communautés, c'est que ces gens-là, ce pas des gens qui sont riches. Ils arrivent ici au Canada et ils se demandent, OK, bon, je voudrais travailler, j'aurais besoin, par exemple, de me promener d'un point A à un point B avec du transport actif, que ce soit cyclisme ou marché, ou d'avoir du covoiturage disponible ou d'avoir le système de transport en commun qui soit disponible dans ma communauté. Mais tout ce que c'est qu'on offre dans certaines communautés rurales, c'est, ben, tu n'as pas tellement le choix, tu es obligé d'avoir une voiture pour te promener d'un point A à un point B. Et après un bout de temps, ce qui arrive, ces gens-là s'en vont. C'est là où est-ce qu'on devrait se poser la question lorsqu'on bâtit des lotissements dans le milieu rural, comment invitant sommes-nous pour ces gens-là qu'on voudrait justement avoir dans nos communautés? Un des aspects importants aussi avec l'infrastructure grise sera, bien entendu, les systèmes d'égouts. Si on a un système d'égout qui est public, ça vient. Un gros problème, si on pourrait dire, serait déjà réglé. D'un autre côté, si on a les systèmes septiques individuels et les puits d'eau potable, on devrait un peu penser comment on pourrait aborder cette situation-là et d'amener des innovations. Par exemple, on a le règlement sur la construction qui nous dit que vous avez besoin d'avoir un acre de terrain pour bâtir votre maison et d'avoir votre champ d'épuration. Okay. On va dire que votre champ d'épuration est localisé ici et que vous avez votre terrain ici. Vous allez voir le ministère de la Santé qui lui donne son approbation pour ça. Là, vous dites, ah, OK, tout est beau. De l'autre côté, si vous changez les limites pour des lots dans un lotissement de conservation avec un espace ouvert qui appartient justement à une association de propriétaires et que vous avez votre champ d'épuration qui serait localisé hors de ces lots-là, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec le ministère de la Santé qui vous dit ben, ça, c'est plus problématique. Et on n'a rien changé au niveau de la performance ici. Si on penserait un peu hors des sentiers battus et qu'on dirait ah, OK, est-ce que ce serait possible d'aller, de localiser, par exemple, le champ d'épuration où le terrain est plus propice pour ce type d'utilisation du sol? Et vraiment penser hors des sentiers battus, c'est-à-dire d'avoir un champ d'épuration qui soit pour plusieurs maisons qui seraient le long d'une rue. On parlerait de 8 ou 10 maisons qui seraient connectées avec un champ d'épuration. C'est là où est-ce qu'on peut voir qu'on peut vraiment innover. De la même façon aussi avec les puits d'eau. Bien entendu, au gouvernement, dans la province du Nouveau-Brunswick, on a plusieurs réglementations qui rentrent en ligne de compte ici. Une qui s'appelle le design non conventionnel, des systèmes d'évacuation des eaux usées sur des sites autres que conventionnels demandent, par exemple, un installateur licencié et le design lui-même du champ d'épuration devra recevoir l'approbation d'un ingénieur licencié par la province. OK.
lorsqu'on parle des systèmes septiques individuels, on parle souvent de la boîte en ciment qu'on retrouve à peu près partout. Mais on devrait peut-être penser, y a-t-il des méthodes un peu plus innovatrices qui ont déjà été mises en œuvre ou mises en place ici en Amérique du Nord? Et il y en a plusieurs. Par exemple, il y a l'aération, système d'aération, système de filtre à tourbe, système d'évacuation des effluents, filtre à sable intermittent, système d'évapotranspiration, terre humide, butte de sable, irrigation au goutte à goutte ou par vaporisation. C'est là où est-ce qu'on prend un exemple, on prend une mesure, une façon, une approche différente et regarder si ça peut vraiment s'insérer avec le type de projet qu'on voudrait développer avec la propriété qui serait à développer. Lorsqu'on parle aussi de gestion des eaux de ruissellement, on parle aussi d'avoir une mesure ou des mesures pour amener une saine pratique de gestion de ces eaux de ruissellement-là, ce qu'on appelle le DIL, qui est le design à incidence limitée. La recherche indique qu'on devrait commencer vraiment avec la conservation, essayer au maximum d'avoir des mesures qui pourraient réduire au minimum le ruissellement, ralentir et réduire au minimum le temps de parcours, emmagasiner les eaux de ruissellement et la prévention de la pollution. On parle ici d'une séquence à respecter et lorsqu'on regarde de quelle façon on pourrait implanter ça. Ici, c'est l'exemple du village en haut du ruisseau. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que lorsque c'est venu le temps de parler de conservation, on a parlé vraiment de préservation de la végétation. On a 76% de la végétation qui a été, ou de l'espace vert, qui a été protégé sur le site. On a une canalisation aussi qui est plus petite et plusieurs débranchements pour que justement chaque goutte d'eau qui se retrouve sur le site soit traité sur le site avant d'être relâché dans l'environnement naturel et avoir aussi des possibilités d'emmagasinage avec les terres humides qui seraient aménagées, des bassins d'hydratation, des jardins pluviaux et aussi des bordures de trottoirs qui seraient coupées ou des rues plus étroites qui permettraient justement de pouvoir minimiser les eaux de ruissellement dans nos lotissements. Maintenant, on va parler d'infrastructures vertes et de parcs et d'espaces verts. Et on pourrait probablement se poser la question, est-ce que c'est possible d'avoir l'appui de la communauté pour un lotissement qui serait vraiment un lotissement vert sans que ça coûte trop cher au niveau du marketing ou au niveau de vendre l'idée à la communauté? Et l'exemple qu'on pourrait vous donner, c'est celui qu'on a fait avec le village en haut du ruisseau, où est-ce qu'on est allé voir, par exemple, les élèves de 7e année. Ici, vous pouvez voir le promoteur du projet, qui est Charles Poirier, qui est venu rencontrer les jeunes, puis moi, j'avais rencontré aussi les jeunes. On a commencé à parler de parcs écologiques et on leur a demandé de donner leur input. Vraiment que ces gens-là nous donnent du feedback. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vraiment donné du feedback. Ils sont allés rencontrer le conseil municipal. Ils ont fait une présentation publique. Les médias d'information étaient là. On parlait de relaxation et rencontre. On parlait d'apprendre à propos de la nature, d'exercice. Et ils ont donné leur exemple typique d'un groupe de jeunes qui ont dit, bon, ben, nous autres, on aimerait avoir des pistes d'hébertisme, on aimerait avoir, par exemple, un labyrinthe, pourquoi pas? Le conseil municipal a été abasourdi et même les médias d'information étaient extrêmement intéressés par l'information et on a dit, OK, pourquoi pas inclure ça après que l'aménagement soit fait? Lorsqu'on a plus d'espace vert, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des groupes locaux et des groupes régionaux qui vont dire, ah, OK, y a-t-il un moyen d'aller encore plus loin? Et le groupe Littoral Lévis de l'Université de Moncton, justement, a pris ce projet-là à cœur avec les gens du coin et ils ont commencé à replanter des arbres qui avaient été arrachés justement pour avoir l'aménagement résidentiel là. Ils ont commencé à
à ramener la biodiversité qui avait été détruite d'une certaine façon avec l'aménagement résidentiel qui est venu sur le site. OK. Lorsqu'on parle aussi d'espaces verts, on doit aussi inclure dans nos lotissements l'agriculture urbaine ou les jardins communautaires comme faisant vraiment partie du site à développer dès le début. Et après plusieurs années, on se retrouve justement avec un jardin communautaire qui va donner des résultats intéressants pour la communauté. Ici, ça, c'est à l'arrière justement de Place Marysville, ici à Fredericton. Okay? Où on avait été impliqué justement avec le design et on avait aidé justement à faire à aider la communauté d'entrer en ligne de compte ou d'avoir les avantages et les bénéfices avec le jardin communautaire. Lorsqu'on parle de prolongement des pistes cyclables, on devrait aussi regarder que lorsqu'on a un lotissement qui est bâti et qu'on va créer des pistes cyclables, on devrait aussi voir de quelle façon ça va être connecté avec le réseau existant de la municipalité. Ici, à Dieppe, ça n'a pas été trop un problème, c'est que la municipalité de Dieppe a automatiquement dit, nous autres, on va l'intégrer avec le système qui est déjà en place et voici comment ça va s'insérer. Bon. L'intégration de tous ces éléments-là, que ce soit l'infrastructure verte, l'infrastructure grise, on devrait commencer à penser, lorsqu'on parle de ces lotissements-là qui sont plus durables, au meilleur design. De quelle façon on peut avoir des mesures en place pour l'efficience en énergie qui serait à même le lotissement lui-même, d'accroître l'interaction entre les voisins, d'avoir l'aménagement axé sur le transport en commun, d'avoir à l'esprit des rétrécissements de rues, des rues complètes, et de pouvoir inclure ça à même un processus. Le processus que je vous démontre ici, c'est celui qu'on a suivi nous autres, qu'on avait développé pour le village en Haut-du-Ruisseau, qui est d'environ une quinzaine d'étapes. C'est un processus qui est assez séquentiel, bien connaître sa communauté, bien connaître son site, vendre l'idée, définir les conditions préalables, déterminer les partenaires, avoir des discussions pré-application, plan d'analyse du site, plan préliminaire conceptuel, processus de design à 4 étapes, plan conceptuel du promoteur, avoir aussi le processus d'application au réseaunage, c'est-à-dire rendre le document légal que vous allez mettre en application sur le site, mettre en place l'infrastructure nécessaire, que ce soit pour les parcs, l'agriculture urbaine ou les autres éléments de design pertinents pour votre projet. Les bénéfices et profits, bien entendu, vont venir avec les ventes d'unités. Et la restauration de la biodiversité est un élément intéressant aussi à considérer. Lorsque vous avez justement votre projet qui est déjà mis en place dans votre communauté, utilisez-le pour faciliter justement une duplication de ce genre de projet-là ailleurs dans votre communauté. J'ai indiqué ici quelques questions qu'on devrait se poser si vraiment on va avoir une communauté qui est bien positionnée pour avoir l'efficience énergétique et aussi l'aménagement durable avec la planification intégrée. Comment ça peut fonctionner? Est-ce qu'on peut, par exemple, avoir une approche plus durable avec notre développement? Est-ce qu'on peut protéger l'espace naturel, augmenter la densité avec les lotissements, encourager des activités mixtes avec l'utilisation du sol, aménager des rues, des routes à bas taux de trafic, offrir des espaces pour le jardinage, la récréation, construire du logement abordable, offrir des options en transport et d'accessibilité aux destinations, aménager des voisinages plus sécuritaires, offrir des sites pour permettre plus d'interaction sociale, avoir des aménagements aussi pour les travailleurs du savoir, offrir des soins de santé de qualité et bénéficier, bien entendu, des mesures efficience en énergie qu'on pourrait amener avec le lotissement. J'ai mis entre parenthèses où est-ce que vous pourriez probablement trouver un peu plus d'informations avec les sessions précédentes et la session présente. Et on pourrait continuer à pouvoir prendre ça en considération et inclure ça à même l'aménagement d'une propriété pour l'amener à un point de durabilité. OK. On va arrêter ici pour vous dire que la prochaine session, on va prendre la pause des fêtes, si on pourrait dire, au mois de décembre, et on va revenir au mois de janvier
avec la dernière formation ou présentation de l'information qui va porter sur la protection de l'environnement naturel et les provisions des meilleurs rendements des capitaux investis. Et par après, c'est là où est-ce qu'on aura au mois de février vraiment la mise en œuvre de tout ça à travers un atelier qui va vous permettre de pouvoir le mettre en application dans votre région. Ça va vous donner un exemple comment vous pouvez le faire vous-même dans votre communauté. Là-dessus, moi, je vous dis que si vous êtes intéressé de poursuivre avec l'approche des codes et que vous aimeriez en jaser avec moi, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Et là-dessus, je vous dis merci encore d'avoir écouté. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Je vous remercie. Eddie, le plancher est le tien, tu peux commencer à parler. Oui, merci Daniel pour votre présentation. Nous aurons l'opportunité de vous fournir un prévoi de notre exercice interactif en février lors de notre prochaine session en janvier. Alors maintenant, j'aimerais ouvrir le porte pour des questions ou des commentaires des participants aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre microphone ou même écrire vos questions ou commentaires dans le chat. Bonjour Sébastien. Bonjour. J'ai une question. Vous parliez là, des champs d'épuration qui seraient dans des zones, je vais les appeler communautaires, là, mais à l'extérieur en fait du lotissement principal, donc ils sont sur des terrains à vocation publique. Mm-hmm. On peut voir le même genre d'enjeu, pas juste dans des milieux même plus urbanisés, là, si on voudrait mettre de la géothermie communautaire ou des choses comme ça. Il y a des freins qui sont autant réglementaires qu'urbanistiques par rapport à ça. J'aurais aimé ça vous entendre parce que c'est un peu le même genre d'enjeu là, dans la réglementation municipale. Si on ne se met pas au niveau de la réglementation qui serait provinciale, de la protection de l'environnement ou des choses comme ça, mais au niveau municipal, pour autoriser ce genre de pratiques-là, quelle serait un peu votre approche ou comment ça devrait s'intégrer dans un cadre autant réglementaire, municipal, urbanistique? Merci beaucoup, Sébastien, pour ta question. C'est une excellente question qui revient assez souvent. Les gens nous disent, la réglementation ne nous permet pas de faire ça. Okay? Ici, au Nouveau-Brunswick, on a une réglementation sur la loi sur les condos qui permet justement d'avoir le Bare Land Condo. Et on a aussi la possibilité, avec la révision de la loi sur l'urbanisme qu'on a eu ici dans la province, d'avoir des outils comme le plan secondaire ou on appelle ça ici le schéma d'aménagement. Dans les autres provinces, ça porte un autre nom. Je ne me souviens pas quel est le nom qui était utilisé au Québec. Là. On a le schéma d'aménagement aussi qui se décline là, à divers niveaux. Là. OK. Ce sont des outils qui sont... les gens nous disent, ce n'est pas des outils qu'on utilise souvent. OK? C'est là que tu dis, OK, il y a peut-être une raison, c'est tout simplement parce que les gens les utilisent moins. Si les gens les utilisent moins, ça veut tout simplement dire, c'est comme une chaîne, okay, avec tout ça. Ce que c'est qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on utilise le bon outil, ça peut nous permettre d'amener encore plus d'innovation. On a souvent à avoir des discussions avec soit le milieu provincial ou avec le milieu régional, savoir de quelle façon on peut procéder pour rendre tout le processus légal, de faire en sorte que ce soit le projet qui soit adopté et non pas que ce soit un élément à la fois qui soit approuvé. OK? Comme dans un plan secondaire. Oui, c'est ça. Plan secondaire serait excellent pour permettre justement ce genre de choses-là. Nous autres, lorsqu'on parle, par exemple, d'aménagement intégré ici, on dit aux communautés, bon, ayez votre projet,
montez-le, ayez tout le détail du projet et faites-en une approbation par le conseil municipal. Et le conseil municipal va approuver le projet, étant donné que ça va être soit un plan secondaire ou un schéma d'aménagement, ça veut tout simplement dire que ça va avoir une prévalence sur toutes les dispositions de zonage qui seraient déjà en place dans votre communauté. Ça devient extrêmement intéressant. Parce que c'est là où est-ce que si vous avez des marges de retrait qui sont différentes, si vous avez, par exemple, on parle des champs d'épuration qui sont hors des limites, justement, du lot où on pourra amener des innovations, on commence à parler ici de quelque chose qui est vraiment hors des sentiers battus. Et c'est certain, le premier projet est toujours plus compliqué. Mais après qu'il y a eu un projet, les gens commencent à comprendre, ah, ça peut fonctionner. Nous autres, on en a un ici au Nouveau-Brunswick, si je devrais dire, celui du village en haut du ruisseau à Dieppe, qui fonctionne très, très bien. Au point où est-ce que les gens disent, OK, j'aimerais ça l'amener dans ma communauté. C'est une des choses qu'on doit remarquer, c'est d'avoir la capacité de le faire, c'est-à-dire d'amener la bonne équipe de travail. D'amener les gens qui comprennent comment ça fonctionne au niveau de la légalité en arrière de tout ça. D'avoir ces gens-là qui travaillent ensemble et qui puissent être bien coordonnés pour amener un projet. Comme j'avais mentionné à la première session, ça prend 3 éléments essentiels pour avoir vraiment un projet de planification intégrée avec efficience énergétique. Vous allez avoir besoin, bien entendu, d'une propriété que vous voulez développer, comme exemple, que vous voulez développer dans votre communauté. Le deuxième, c'est d'avoir la capacité de le faire, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait ça ou des gens qui ont l'expérience pour amener ces projets-là à être mis en œuvre. Et le troisième, qui est extrêmement important, c'est d'avoir le financement avec ça. Est-ce que ça répond à ta question, Sébastien? Oui, merci beaucoup. Pas de problème. Je vois un main levée. Oui, bonjour. Merci, M. Savard, pour la présentation. Très, très intéressant. J'ai une question concernant, en fait, on a parlé là, du kilomètre par véhicule parcouru, donc de tenter de le diminuer le plus possible, mais revoir aussi nos modes de déplacement. Et d'un autre côté, on parle de amener des espaces verts là, dans les lotissements résidentiels. Oui. Est-ce qu'on peut percevoir une certaine dualité dans le sens où si nos milieux résidentiels ont énormément de... Les lotissements sont très, très verts, donc beaucoup d'espaces verts, est-ce que on voit, par exemple, dans les milieux très denses où il y a une mixité fonctionnelle, donc oui, c'est très, on peut marcher, on peut se déplacer à vélo très facilement, alors que dans les lotissements, disons, un peu plus, un petit peu moins denses, avec beaucoup plus de végétation, donc là, est-ce que ça pourrait pas justement augmenter le kilomètre par véhicule parcouru pour les gens qui demeurent dans ces résidences-là, quand ils veulent rejoindre, par exemple, les pôles d'emploi, les pôles de services? Donc, comment trouver un équilibre entre, oui, on veut diminuer le kilomètre par véhicule parcouru, mais on veut aussi avoir des espaces verts dans nos milieux de vie. Souvent, c'est la critique qu'on a. Oui, parfait, moi, je suis dans un centre-ville, c'est très dense, je peux marcher, mais j'ai très peu d'espaces verts à proximité. Comment trouver un équilibre finalement? La question, justement, si pour ta question, c'est une question qui est extrêmement importante, qui est discutée très, très, très souvent. OK? Entre autres, les gens ont peur de la densité, règle générale. OK? Les gens essaient le moins possible d'amener des densités. Ils s'imaginent que parce qu'on a une densité un peu plus élevée que ce que c'est qu'on est en train de voir dans nos communautés, on se retrouve avec des problématiques qui sont qu'on ne peut pas résoudre. OK? Ce qui n'est pas vrai. Par exemple, en Colombie-Britannique, moi, je lisais une étude qui disait, entre autres, qu'on ne pouvait jamais justifier d'amener du transport en commun s'il n'y en avait pas au minimum 7 unités à l'acre pour avoir la fréquence de 45 minutes pour le transport en commun. OK? Peu importe la communauté.
c'est là où est-ce qu'on se dit, bon, ben, OK, ça peut devenir notre, en anglais, on appelle ça le benchmark, la balise, OK? Où est-ce qu'on va dire, OK, on va pousser cette unité à l'heure. Imaginons, par exemple, comme le projet du village en Haut-du-Ruisseau, sur 30 acres de terrain, ces gens-là, s'ils avaient utilisé la densité conventionnelle de bâtir dans cette communauté-là, le maximum qu'ils auraient été capables d'aller chercher, c'est probablement pas plus que 2 à 3 unités à l'heure. OK? Mais étant donné qu'on a poussé vraiment l'idée d'avoir au moins 7 unités à l'heure, on est allé à 6,8 unités à l'heure, OK, ce qui est bon. On est capable d'aller chercher 217 unités qui sont bâties sur, au niveau initial, c'était 25 heures, OK? Et on s'est dit, OK, c'est important de pouvoir inclure, avant de commencer à bâtir avec la densité, d'inclure l'espace vert. Et c'est là où est-ce que 76% de la propriété elle-même est protégée d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a plus haute densité, qu'on a moins d'espace vert. Ça prend tout simplement, ça met tout simplement l'emphase sur le design, à quel point le design est extrêmement important et on devrait avoir justement des discussions. On va en parler justement au mois de janvier. On va parler, quand on va commencer à parler d'espace vert, puis on va commencer aussi à parler de signes de dollars. C'est là où est-ce qu'on regarde, wow! Mais pour répondre un peu mieux aux questions, est-ce qu'il y a des impacts au mode de transportation? Alors, même si nous pouvons établir 200 quelque chose unités dans cette région et plus d'espace vert, est-ce qu'il y a une possibilité que le monde voudrait utiliser leur char encore plus ou pour aller plus loin? Ça dépend de la mixité que vous allez avoir dans votre coin. Okay? Lorsqu'on parle d'un lotissement de conservation, on parle d'un lotissement de conservation. Une des premières étapes, c'est vraiment de dire, est-ce qu'on veut avoir une mixité d'usage? Est-ce qu'on va emmener une mixité d'usage? Dans le projet du village en Haut-du-Ruisseau, il n'y avait pas à considérer ça tout simplement parce qu'il y avait le boulevard Dieppe qui est très près. Okay? À cause que le boulevard Dieppe est très près et que peut être connecté, où on peut facilement se rendre à bicyclette ou à pied sur le boulevard Dieppe, OK, ça devient comme, on n'a pas besoin de le faire. Le développeur lui-même lui disait, je n'ai pas besoin de considérer ça, je peux y aller seulement qu'avec les unités résidentielles. Mais moi, quand j'avais jasé avec Charles, j'avais dit, écoute, Charles, là, tu peux faire ça, là, tu peux inclure le tout. Le projet, c'est un projet qui est adopté. C'est un projet qui peut être mixte ou c'est un projet qui peut être avec plus haute densité. Et étant donné que c'est tout le projet qui est adopté, on a préséance sur toutes les normes de zonage qui pourraient être pour du lotissement qu'on appelle conventionnel. C'est là que ça ouvre des portes absolument incroyables. Et l'espace vert, c'est ce que c'est qui amène la valeur ajoutée sur chacune des unités qui vont être vendues. Puis les gens l'ont dit, je ne sais pas combien de fois je me suis fait dire, wow, c'est un lotissement qu'on n'a jamais vu. Alors, si je comprends bien, c'est une approche de développement qui pourrait être apportée à diverses situations, divers scénarios, dépendant des aménités qui sont proches du développement. J'aimerais remercier Daniel Savard pour son présentation, puis aux participants pour nous rejoindre aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur courriel électronique. Pour finir, j'aimerais, Helda, can you launch the poll? Nous avons un petit sondage d'évaluation. Pour finir, si vous pourrez prendre quelques minutes pour le répondre. Merci à tous. Merci, Eddie. On va rester en ligne, Eddie? Certainement. OK.